Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent relativement hésitants avec un CAC 40 qui tourne toujours autour des 6400 points. Cette semaine marquera une pause sans doute après plusieurs semaines de forts rebonds depuis fin septembre et des indices européens qui ont pu reprendre jusqu'à 10% quasiment à travers ce mois d'octobre et ce début de mois de novembre. Le CAC donc se stabilise autour de 6400 points à mi-séance avec un choc de marché quand même à signaler important sur l'action Téléperformance qui décroche de plus de 30% après l'annonce de l'ouverture d'une enquête du ministère colombien du Travail sur des questions de violation du droit des syndicats et des questions de conditions de travail pour les salariés de Téléperformance en Colombie. C'est la partie notamment modération du contenu du réseau social TikTok qui est visée par cette enquête colombienne. La Colombie est une plateforme stratégique pour Téléperformance, leader des centres d'appel et du service client digitalisé aujourd'hui, bien sûr, puisque la Colombie adresse une immense partie de l'Amérique latine. Téléperformance emploie 42 000 personnes en Colombie, c'est 10% de ses effectifs totaux. Et donc le choc est très très violent, baisse de plus de 30% pour l'action Téléperformance à mi-séance aujourd'hui en Europe. Nous y reviendrons ce soir dans l'émission à partir de 17h avec le prisme ESG. Est-ce que l'ESG nous permettait de détecter peut-être des failles dans la gouvernance de Téléperformance en Colombie? Question qu'on posera à nos invités à 17h ce soir. Parmi les autres faits marquants du jour sur les marchés, les dernières publications au sein du CAC 40 notamment avec par exemple le groupe Engie qui relève ses objectifs financiers pour le reste de son exercice. Engie qui fait partie des quelques valeurs qui affichent des performances positives au quasi-terme de cette année 2022. Le titre Engie est en tête du CAC à mi-séance aujourd'hui. Parmi les points fondamentaux à suivre sur cette journée, la publication de l'inflation américaine pour le mois d'octobre qui devrait offrir assez peu de répit à la Réserve fédérale américaine qui a prévu bien sûr de continuer de monter ses taux. Pourra-t-elle réduire la taille de sa prochaine hausse de taux à 50 points de base comme Jérôme Powell l'a laissé entendre lors de sa dernière communication à l'issue de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine? Question qu'on se posera avec nos invités en plateau et puis nous évoquerons également les pistes en matière de stratégie d'investissement pour terminer cette année 2022 qui restera une année pour les livres d'histoire bien sûr et préparer l'année 2023. C'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Nous aurons donc tout à l'heure la marque d'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. La Fed disposera au-delà de ce chiffre d'une nouvelle marque d'inflation pour le mois de novembre qui sera publiée en décembre et d'un nouveau rapport sur l'emploi qui sont les indicateurs clés que suit la Réserve fédérale américaine en vue de sa prochaine décision de politique monétaire. Frédéric, à ce stade, le marché ne semble pas totalement convaincu visiblement que la Fed puisse redescendre à 50 points de base au mois de décembre. Non, et on peut le comprendre. D'abord, humilité, encore et toujours, et encore plus après 2 mois de ratés sur ces prévisions d'inflation qui sont nécessairement volatiles, difficiles à prévoir, à mesurer au mois le mois. Mais voilà, on a eu 2 mois de surprises généralisées. Il n'y a pas une explication, le prix des voitures jusqu'au prix évidemment de l'immobilier inclus dans l'indice des prix à la consommation des services, les frais médicaux, tout ça est monté, ou en tout cas moins baissé que prévu dans certains cas, et a expliqué les surprises des 2 derniers mois. On a remis les compteurs à zéro pour la Fed, et on sait qu'il faudra plusieurs mois d'amélioration pour même commencer à penser à une pause, en tout cas. Pour ce qui est du ralentissement du rythme des hausses de taux, c'est une question qui est plus large. On sait qu'avec la Fed
arriver à 4% et probablement déjà au-delà, en réalité, des niveaux restrictifs pour l'économie, il est naturel quelque part de réduire le rythme, mais cela n'implique pas de conséquences pour le point d'arrivée. Donc tout ce débat qu'on a et qui commence à, je pense, devenir consensus, il est normal que les marchés soient relativement prudents dans ce contexte-là. Chat échaudé craint l'eau froide pour les 2 mois précédents. Et par ailleurs, eh bien, si on avait même une bonne surprise aujourd'hui, ce qui est possible sur certains indicateurs, j'ai cité notamment le prix des véhicules d'occasion et neufs qui devrait quand même cette fois baisser plus fortement, ça ne suffira pas encore à faire vraiment pivoter la Fed au sens le plus strict du terme, qui est de commencer à annoncer les débuts des conditions réunies pour faire une pause sur les hausses de taux début 2023. On n'y est pas. Comment est-ce que le marché, depuis la dernière réunion de la Fed et la dernière communication de Jérôme Powell, comment est-ce que le marché s'est ajusté sur l'idée d'un taux terminal plus élevé? Est-ce qu'on est dans l'idée d'un réglage fin, d'un fine-tuning de ce point de vue-là? Et puis la question de la pause. Je crois comprendre, enfin les intervenants viennent me raconter qu'il y a encore dans le marché pour 2023 l'idée que la Fed baissera peut-être à un certain stade ses taux d'intérêt. C'est quelque chose visiblement que Jérôme Powell ne veut pas voir. Peut-être que les conditions seront réunies à un moment pour que la Fed rebaisse ses taux d'intérêt, mais à ce stade, Jérôme Powell ne veut pas voir ces anticipations dans le marché. Et là aussi, on peut le comprendre des deux côtés, côté de la Fed, côté des marchés. Côté de la Fed, on l'a compris, c'est le contre-exemple des années 70 qu'on veut éviter à tout prix. Même Volcker, à la tête de la Fed à l'époque, avait dû s'y reprendre à plusieurs fois et avait commencé par rebaisser les taux d'intérêt trop vite. C'est une erreur de politique économique que la Fed de Powell aujourd'hui a en tête très clairement. Et donc cette anticipation de baisse de taux prématurée, effectivement, Powell veut la contrer. Et en même temps, il y a une forme d'incohérence temporelle, puisque vous avez un risque d'aller trop loin, de resserrer peut-être de trop les conditions financières dans l'économie qui finiront avec un retard par effectivement se dégrader très fortement, d'avoir une récession peut-être plus forte en 2023. Et donc, effectivement, il y a une forme de cohérence malgré tout, in fine, à avoir un pricing, en tout cas, de baisse de taux fin 2023, peut-être début 2024. Et puis, côté marché, tout dépend des marchés dont on parle. Côté action, je pense que l'économie, maintenant, les risques sur la croissance pèsent davantage que les risques sur les valorisations via les taux d'intérêt. On a compris qu'il y avait une limite à ça. Pour ce qui est de la devise, pour ce qui est des taux d'intérêt, en revanche, je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande. Et pour le coup, un risque, entre guillemets, positif, avoir le dollar s'affaiblir, avoir les taux d'intérêt sur la partie longue se stabiliser, puis pourquoi pas commencer à baisser en 2023, dans la mesure où ces marchés anticipent vraiment, pour le coup, les conditions financières, non pas à début 2023, mais plutôt pour les mois et années à venir. L'actualité du moment, Frédéric, nous montre ou nous rappelle peut-être que la finance sans confiance, ça ne fonctionne pas et que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que des États ou des banques centrales solides pour assurer une confiance suffisante au bon fonctionnement du système financier. J'évoque évidemment le dernier épisode du crypto crash avec un hiver crypto qui est en train peut-être de se transformer en ère glaciaire pour le compartiment crypto et la faillite sans doute probable d'une des plus grandes plateformes d'échange au monde, FTX, puisque sa concurrente Binance refuse effectivement de racheter cette société concurrente. En tant qu'économiste, spécialiste des questions monétaires, Frédéric, qu'est-ce qu'on retient comme enseignement de cette situation? L'apprentissage se fait dans la douleur, visiblement. Oui, c'est jamais agréable, effectivement, quelle que soit l'origine des pertes financières à constater, de vivre ces moments-là, mais effectivement, on a d'ores et déjà quelques leçons en termes effectivement macro, du point de vue d'un économiste. L'histoire se répète, avec quelques différences et des facteurs aggravants cette fois-ci. C'est qu'on avait effectivement des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs, un climat de prise de risque d'une manière générale propice aux excès. C'est très clair, on l'a vu dans d'autres dimensions, les mêmes stocks, les SPAC et d'autres penny stocks qui finalement, tous ces thèmes de la pandémie qui se sont rapidement évaporés. Quelque part, il y a une forme de comportement et d'ajustement plutôt sain à ça, de ne pas avoir des bulles généralisées peut-être plutôt comme le début des années 2000. Donc de ce point de vue-là, pourquoi pas, ça peut être une bonne nouvelle. Mais l'autre, c'est effectivement l'aspect que vous évoquez, plus important, de confiance. On le sait, dans cet univers des cryptos extrêmement hétérogène, il y a des choses à garder, bien évidemment, en termes de technologie, d'innovation d'entreprise, et puis peut-être même en termes de crypto elle-même ou de devises électroniques, en tout cas côté banque centrale, dans les années à venir également. Mais les monnaies électroniques
ou bien réels, repose sur la confiance. Et à partir du moment où on comprend qu'en réalité, le schéma est proche d'un schéma classique, pas si innovant que ça, baqué, garanti par des collatéraux qui, finalement, eux non plus, n'ont plus de valeur, c'est un schéma tout à fait classique de crise financière, de run sur une banque. Et puis, finalement, la dernière leçon dans tout ça, c'est que ce monde de la crypto aura peut-être découvert en quelques jours l'importance de la régulation. La raison pour laquelle on a une régulation financière, bancaire sur nos systèmes à nous, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'il faut mettre des règles et des risques, et des limites à ces risques qui peuvent malheureusement se matérialiser et faire exploser le système. Donc, early days, on aura encore, j'imagine, beaucoup de leçons à tirer de cette expérience-là. On verra jusqu'où se propage cette vague. La seule chose que je peux aussi ajouter, c'est que côté action classique, entre guillemets, le S&P tient plutôt bien dans un environnement de deleveraging à marche forcée de cet univers des cryptos. Il n'y a pas de risque systémique, toujours, au-delà du compartiment crypto, j'entends, Frédéric ? Il y a des effets de richesse, il y a des effets de contagion dans un système non bancaire qu'on de toute façon on régule très mal et on mesure également très mal en termes de risque. Mais l'effet de levier macroéconomique entre guillemets me semble plutôt limité. Et voilà, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'économie réelle pour la Fed, pour le reste du monde. Un mot de l'Europe peut-être pour finir, Frédéric, avec le début d'une discussion et d'une négociation même qui va durer pendant quelques mois maintenant. Mais Bruxelles a jeté les premières pierres, en tout cas les premières propositions qui vont permettre d'orienter la discussion entre les États membres, le Parlement européen, sur le cadre du nouveau pacte européen de stabilité et de croissance. Qu'est-ce qu'on peut dire des objectifs poursuivis à travers les propositions de la Commission européenne qui ont été dévoilées hier et de la philosophie qui paraît pertinente du point de vue, encore une fois, de Bruxelles aujourd'hui? La philosophie et les intentions sont bonnes. La pratique, comme toujours en Europe, est plus compliquée. Le calendrier, à cet égard, est particulièrement compliqué. La dernière fois, il y a eu un échec sur ces négociations de règles budgétaires qui sont absolument essentielles en Europe, qu'il faut réformer, de mon point de vue en tout cas, pour aider cette reprise économique. Et puis, également, pour permettre à la politique monétaire de jouer son rôle à plein, de ne pas avoir à resserrer les taux à 3 ou 4% en Europe parce que la politique budgétaire, quelque part, est en échec. Donc c'est toujours le même contexte macroéconomique, c'est crucial. La philosophie dans ce cadre-là, elle est d'être plus flexible et plus efficace. Plus flexible parce que les anciennes règles ne fonctionnent plus, peut-être n'ont jamais fonctionné, 3% de déficit, 60% de dette sur PIB, des règles relativement strictes qui ne correspondent pas à notre monde aujourd'hui en termes de croissance et d'endettement élevé, avec un peu plus d'inflation par ailleurs, et puis efficace parce que ces règles non seulement n'étaient pas appropriées, mais n'étaient pas mises en œuvre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cet équilibre-là. On a là aussi des faucons et des colombes d'ailleurs à la Commission européenne comme à la BCE, avec les agendas qui avancent, la négociation, à mon avis, sur une approche plus flexible, notamment en termes d'endettement notamment. C'est pas parce que vous êtes à plus de 60%, voire 90% de dette publique sur PIB qu'il faut absolument la baisser immédiatement, puisque le coût en termes de croissance peut être prohibitif. Il y a également des réflexions sur la mesure vraiment des déficits, sur une règle qui serait plus appliquée aux dépenses budgétaires au sens strict plutôt qu'à un déficit qui résulte de plein de décisions. Bref, il y a énormément de chantiers. Il y a les économistes qui ont eu le temps, pour le coup, depuis 20 ans, de faire des propositions dans un sens plus efficace. Ma seule inquiétude, c'est qu'on propose ces premières idées aujourd'hui, qu'on va les discuter, on va en discuter en décembre au sein du Conseil européen, et qu'on comprend bien que rien ne sera prêt avant le mois de mars, au mieux pour un premier débat sur l'aspect plus législatif. Or, on voudrait déjà les mettre en œuvre, ces règles, en 2024. Et donc, le calendrier me semble très compliqué, serré. Dans le meilleur des cas, on peut imaginer un bon compromis, mais qui soit mis en place peut-être sur la durée et qu'on utilise, entre guillemets, qu'on tire le bénéfice de ces nouvelles règles que dans la prochaine, j'allais dire récession. Non, mais en tout cas dans le prochain cycle économique plutôt que dans celui-ci. Merci beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur les enjeux du moment de marché et en matière de politique économique au sens large. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bon, venons-en au
marché pur et dur, si je puis dire, avec Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, à mes côtés pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Le marché est un peu entre deux. Si j'essaye de décrire la situation, attention, un train peut en cacher un autre. On a tous en tête cette recommandation quand on traverse une voie ferrée. Le marché est en train de regarder passer le train de l'inflation, oui, notamment aux États-Unis. Alors peut-être qu'il passe pas aussi vite que ce qu'on aurait espéré, mais il est en train de passer. Derrière, il y a le train de la récession qui arrive. Et c'est assez difficile de savoir à quelle distance ce train de la récession est encore, et à quelle vitesse, et avec quelle taille, et à quel nombre de wagons il va falloir s'attendre d'une certaine manière, Kevin. Alors, oui, c'est clairement le cas. Voilà, c'est une séquence qu'on suit depuis plusieurs mois, hein. C'est-à-dire que voilà, après le temps de l'inflation, eh bien, vient le temps de la récession parce qu'il y a un durcissement des politiques monétaires. Et d'ailleurs, 2022, ça a été clairement, ça restera marqué. Hein, vous disiez une année pour les livres d'histoire, mais comme l'année qui aura vu le cycle de resserrement monétaire le plus rapide, coordonné de l'histoire. Et eh bien, ça, c'était sur l'histoire de l'inflation. Et ce qui nous attend pour la fin de 2022, le courant de 2023, ce sera la récession, d'abord en Europe, puis aux États-Unis. Et donc ça a une incidence justement sur ces politiques monétaires, parce que 2023 sera sans doute plus l'année de l'observation, et avec des banquiers centraux qui eh bien, se donneront le temps d'apprécier quel est l'impact de cette remontée des taux d'intérêt sur l'économie. Et ça, évidemment, ça a des conséquences très importantes sur les marchés, parce que, on l'a vu, hein, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations, c'est clairement cette dynamique sur les taux d'intérêt qui a porté la performance de beaucoup d'actifs. Mais vous dites, sans disserter à l'infini sur la Fed, est-elle en train de pivoter ou non, il y a quand même l'idée d'un changement de rythme, à minima d'un changement de tempo dans le resserrement des politiques monétaires après le choc monétaire qui a déjà été infligé. Oui, parce que alors on a eu les prémices de ça avec la rentrée. Hein, alors ce qui se passe sur le front des crypto-devises, c'est aussi, on va dire, un des signaux, une des conséquences de ce retrait massif de liquidités. On avait vu ça en Angleterre au mois de septembre, on en avait parlé à l'époque. C'est qu'avec ce cycle de resserrement monétaire extrêmement vigoureux, et vient le risque de voir une récession, mais une récession brutale, un atterrissage brutal de l'économie. Et ça, eh bien, les banquiers centraux l'ont bien en tête, et donc ça a une influence justement sur ce rythme de remontée des taux d'intérêt. Et donc on peut s'attendre à ce qu'en décembre, là, chez Carmignac, on est plutôt dans le camp où on verrait une hausse de entre 25 et 50 points de base, une hausse entre 50 et 75 points de base, ce qui semble être aujourd'hui anticipé par les marchés. Et donc là aussi il y a une forme de pragmatisme de la part des banquiers centraux, parce qu'ils se donnent le temps de voir, et bien justement de pouvoir apprécier, de pouvoir au mieux gérer le ralentissement économique. Et ça, pour nous investisseurs, encore une fois, eh bien, ça a une incidence importante, parce que plus de temps, ça nous donne aussi plus de visibilité à nous investisseurs. Et encore une fois, c'est la rapidité de ce cycle de normalisation monétaire qui a fait peur sur beaucoup de marchés, sur les marchés d'actions et sur les marchés de crédit, sur les marchés d'actifs risqués en général. Oui. À ce stade, la Fed est prête à assumer alors ils disent mild recession, une récession modérée. Ça, Jérôme Powell l'a déjà explicitement affirmé. En revanche, une récession profonde et une crise financière, ça, c'est une autre histoire. Hein. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir à la tête de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Hein. Et c'est tout à fait légitime, et nulle part ailleurs dans le monde également. Sur l'idée de la récession, si c'est désormais effectivement le thème futur, on est déjà entré un peu dedans d'une certaine manière. Kevin, comment est-ce que les marchés sont prêts à l'idée d'une récession, sachant qu'elle ne sera peut-être pas de même nature, qu'elle n'aura peut-être pas le même timing en Europe et aux États-Unis? Oui, alors oui, clairement pas. C'est-à-dire que là aussi, hein, nos anticipations chez Carmignac, elles sont que la récession en zone euro, elle devrait plutôt se présenter d'ici la fin de cette année et sur le début de l'année prochaine. Sans doute une récession un peu moins importante que ce qu'on pouvait craindre, parce que, eh bien, on traverse un début d'hiver, une fin d'automne et un début d'hiver relativement doux, et ça a une incidence sur les prix du gaz, sur le risque de rationnement qui lui a été repoussé. On a une économie européenne qui tient bien, donc on peut s'attendre à une récession, mais peut-être moins profonde que ce qu'on pouvait craindre. Aux États-Unis, la récession viendra sans doute sur la deuxième partie de 2023, parce que là aussi, on a une dynamique sur le marché du travail qui est
toujours très robuste. On a des phénomènes d'épargne excédentaire qui sont toujours très importantes aux États-Unis. Et donc ça veut dire que cette récession-là, elle va arriver sans doute un peu plus tard. Sur comment est-ce que les marchés y sont préparés, eh bien, je parlais des marchés du crédit. On a des primes de risque sur les marchés du crédit à 500, 600 points de base. C'est plutôt des niveaux qu'on a vus dans le cadre de récession historique. Donc ces marchés-là, ils sont plutôt bien préparés à ça. Et puis sur les marchés d'actions aussi, on va dire le pessimisme ambiant, il est quand même relativement généralisé. On a un positionnement qui est très prudent. Ce pessimisme de court terme, il est bien connu. Et on le sait, dans ces phases-là, bien, les marchés, ils peuvent continuer de monter, ce qu'on appelle le mur des inquiétudes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, entre, vous le signaliez, l'inflation, la récession, la guerre en Ukraine, eh bien, ce mur des inquiétudes, il est justement destiné à être franchi. Bien sûr, le mur des craintes. Et donc, ça justifie pour nous d'avoir, on va dire, sur le volet risque des portefeuilles, d'avoir remis du risque dans les portefeuilles, remis en place des moteurs de performance, levé des couvertures. Donc on est aujourd'hui bien exposé sur les marchés du crédit et bien exposé sur les marchés d'actions également. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu de quelle manière on a envie d'être exposé sur le crédit? Quel type de crédit? Quel type de duration? Si on peut rentrer dans ce niveau de détail, Kevin. Et puis sur la partie action, alors tout le monde cherche la qualité au meilleur prix. Qu'est-ce qui définit pour vous la qualité, ou quel type de qualité action on a envie d'avoir aujourd'hui en portefeuille? Alors là aussi, si on se concentre sur la séquence, d'abord sur les marchés d'actions, c'est vrai qu'à court terme, on le disait, ce qui a porté la performance, ou ce qui a grévé la performance plutôt des marchés d'actions, c'est cette dynamique sur les taux d'intérêt. Si on a effectivement une pause sur les taux d'intérêt à court terme, si on a des taux d'intérêt à plus long terme qui, eux, pourraient baisser avec justement cette récession qui se rapproche à grands pas, eh bien ça veut dire que des actifs qui ont beaucoup souffert justement de cette remontée des taux d'intérêt, on peut penser aux actifs plutôt qualifiés de croissance, des actifs qui tendent à être, on va dire, plus chèrement valorisés, eux, ils pourraient, on va dire, plutôt bien fonctionner dans cette séquence-là. Ça vaut aussi pour des actifs plutôt défensifs, mais là aussi, il faut faire attention parce que on disait que ce pessimisme généralisé, il est bien connu de tous, et donc on a déjà des secteurs comme ceux de la santé qui ont quand même bien performé en termes relatifs. Qui ont déjà rempli leur rôle de ce point de vue-là. Relatif en tout cas. Donc en termes de positionnement sur les marchés d'actions, on va continuer à préférer, on va dire, ces secteurs, ces valeurs les plus résilientes. Dans la consommation, il y en a quelques-unes, on parle souvent du luxe ensemble. Ça coche quand même beaucoup de cases. C'est exposé à la Chine qui, elle, pourrait repartir, en tout cas rebondir avant d'autres grandes économies. C'est plutôt des segments d'activité ou des secteurs qui sont plutôt résilients dans des phases de récession pas trop sévère. Donc ça, c'est des secteurs qu'on aime bien. Et puis il faut aussi prendre acte que, on va dire, cet environnement inflationniste est sans doute moins bénin que ce qui a été par le passé. Et donc ça veut dire que, on va dire, des pans du marché qui étaient un petit peu délaissés, qui sont plus sensibles, on va dire, à l'inflation, eh bien, ça vaut la peine de remettre dans les portefeuilles. On peut penser au Japon, par exemple. Où, ça permet aussi de diversifier des portefeuilles parce que la dynamique japonaise est assez différente du reste. Donc ça, c'est sur les marchés d'actions. Sur les marchés du crédit, alors on va dire là aussi cette volatilité extrêmement élevée sur les marchés de taux. Elle a amené une forme de pessimisme très fort, une baisse assez généralisée sur les actifs de crédit, ce qu'on appelle une dispersion importante, donc des trajectoires de performance au sein des indices qui peuvent là aussi surexagérer les risques, et donc ça prêche plutôt à, on va dire, de la sélection d'obligations, mais des secteurs comme le secteur de l'énergie, le secteur comme le secteur financier aussi, des instruments un peu plus complexes, du crédit structuré, c'est des instruments qu'on aime bien et dans lesquels il y a quand même un rendement embarqué qui est important. Là aussi, on a des rendements sur des marchés, par exemple du haut rendement européen, qui sont entre 8 et 10%. Ça, sur du long terme, c'est l'équivalent de la performance action. Puis après, il y a le volet gestion des risques. Là, comment on couvre tout ça? Exactement. On a un scénario et puis il y a des alternatives à ce scénario central. Donc c'est important d'avoir des actifs qui vont bien se comporter. L'actif taux cœur, donc ces obligations à taux fixe émis par des émetteurs gouvernementaux solides, plutôt bien notés. Ils ont beaucoup souffert cette année, mais on est revenu en territoire de taux réel positif. Et ça veut dire qu'on a à nouveau une forme de protection, de valeur de protection sur ces actifs-là. Et donc on a plutôt remonté
la duration, donc remonter la sensibilité au taux d'intérêt. On est entre 2 et 3 points de sensibilité dans un fonds comme Carmignac Patrimoine. Et puis il y a tout ce qui se passe sur le front des devises, on en a un petit peu parlé juste avant. Et là aussi, on a des devises qui peuvent servir d'actifs refuge. Est-ce que le dollar reste la devise refuge ultime, ou est-ce que dans l'idée peut-être d'une dynamique différente, notamment sur la courbe des taux aux États-Unis, avec une politique monétaire qui continuerait d'être agressive, mais un peu moins que ce qu'on a vu pendant 6 mois? Est-ce qu'il faut commencer à se délester en partie du dollar? J'imagine qu'il faut toujours avoir du dollar encore, mais dans quelle mesure? Bien, on va dire il y a 3 grands, moteurs de performance sur une devise, et qui ont largement bénéficié au dollar, que ce soit le différentiel de taux, la dynamique de croissance, et puis les termes de l'échange aussi. Les États-Unis sont quand même relativement isolés de cette crise énergétique. Aujourd'hui, il me semble qu'il y en a encore un qui tient bien, c'est le différentiel de taux. Sur le différentiel de croissance, la récession, elle sera peut-être un peu plus sévère aux États-Unis. Ce qui se passe en Chine, ça peut aussi aider l'Europe. Donc, c'est moins le cas sur ce moteur-là. Et puis, on a vu quand même une baisse des prix du gaz très importante par rapport au plus haut de cette année. Donc, sans doute un peu moins de valeur en termes d'actifs refuges sur le dollar. Là aussi, il faut regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs, diversifier un petit peu ses positions. On parlait du Japon. Eh bien, le yen japonais, c'est une devise qui, là aussi, tend à servir d'actif refuge en période de crise. Et on a aussi des raisons de penser que la Banque centrale japonaise pourrait lâcher ce qu'elle a mis en place pendant des années, notamment le contrôle de la courbe des taux. Ça pourrait amener là aussi venir soutenir le yen. La Banque centrale du Japon fait partie des banques centrales qui ont déjà atteint un niveau de douleur important sur la devise et sur la pression qu'il y a sur le marché obligataire japonais aujourd'hui. On a au Japon une devise qui s'est dépréciée en termes réels de 25% en 2 ans. C'est spectaculaire. Extrêmement conséquent. Et ça aussi, ça ramène une compétitivité forte pour l'économie japonaise. Et ça aussi, ça peut amener des flux. Et puis plus près de nous, il y a ce qui se passe en Suisse, par exemple. Le franc suisse aussi. Ça peut être un actif, là aussi, qui est plutôt qui tend à bien se comporter dans des phases un peu plus volatiles. Et pour autant, on a une banque de Suisse qui est un peu en retard par rapport à la dynamique d'inflation, qui est moindre que ce qu'il y a en Europe, mais quand même, à l'échelle de la Suisse... c'est quoi, 3 et 4, c'est ça? Pour eux, c'est déjà de l'inflation. C'est de l'inflation, et la Banque centrale suisse prend très très au sérieux son mandat de stabilité des prix. Et puis on a une économie suisse qui tient bien. On a eu des PMI qui étaient plutôt bien orientés. Et la dynamique énergétique, c'est pas la même. Il y a 70% de l'électricité suisse qui est produite via l'hydraulique. C'est pas tout à fait la même dynamique sur ce front-là. Donc là aussi, on va dire, ça coche quand même beaucoup de bonnes cases. Donc une exposition aux actifs risqués, et puis on retrouve de la valeur sur des actifs plutôt pour gérer les risques, que ce soit les taux d'intérêt plutôt sur du 5-10 ans que sur des maturités courtes, et puis des devises, dollars, yen et francs suisses. Non, mais on sent bien cette transition, effectivement, dans la construction de portefeuille. Là, on est en train de se préparer à une autre étape après la séquence 2022, toujours en cours, bien sûr, mais qui va se terminer dans quelques semaines maintenant. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Tozek qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission dans Smart Bourse sur Bismart, membre du comité d'investissement de Carmignac. On se retrouve à 17h en direct. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.